Donc bonjour Monsieur Paul Cassia, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gavroche, le média de la gauche souveraine. Vous êtes professeur des universités en droit et écrivain, et en 2015 vous avez signé une tribune dans Libération s'opposant à la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières prises de position et de vos actions juridiques depuis le début de la crise Covid-19 par rapport à l'état d'urgence sanitaire? Je vais faire un résumé parce que je crois que sinon les téléspectateurs et les téléspectatrices vont décrocher au bout d'un moment parce que ça risque d'être un peu plus long qu'un film hollywoodien. Donc en résumé, j'ai pratiquement tout perdu, voilà, sauf récemment, il se trouve que j'ai fait un recours contre l'arrêté du préfet de police à Paris qui obligeait toute personne en tout lieu et à chaque instant du jour et de la nuit à porter le masque en extérieur depuis le 29 décembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, et ceci sans limite de temps. Donc j'ai contesté cet arrêté, c'est mon dernier recours contentieux. J'ai contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris avec deux collègues professeurs des universités en droit privé et un ami avocat. Nous avons d'abord formé une action d'urgence qui s'appelle le référé liberté, qui a été rejetée parce que nous n'avons pas démontré l'urgence selon le tribunal administratif. Nous en avons pris acte et nous avons formé un second référé qui s'appelle un référé suspension, qui a été retenu par le tribunal administratif après un petit délai de réflexion. Entre-temps, le Conseil d'État s'est prononcé, et c'est ainsi que le 13 janvier, pour la première fois, après peut-être une quinzaine d'affaires portées devant le Conseil d'État, une juridiction administrative m'a donné raison et le tribunal administratif de Paris a suspendu l'obligation faite par arrêté préfectoral de porter le masque sur la voie publique en extérieur à Paris. Alors ce succès-là ne compense pas les nombreux échecs contentieux que j'ai précédemment connus et qui ont démarré dès mars 2020, c'est-à-dire dès le début de la pandémie, puisque alors avec des représentants du secteur hospitalier, des associations de défense des libertés, des associations de défense de certaines personnes, nous avons demandé au Conseil d'État qu'il enjoigne au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour essayer de limiter les effets de la pandémie, en vain. Et aucune des affaires que j'ai portées devant le Conseil d'État, soit seule, soit avec d'autres requérants, personnes physiques ou morales, n'a prospéré, ce qui a permis à la fois de poser la légalité des différentes mesures de police administrative qui ont été prises, comme par exemple le confinement, le couvre-feu, les attestations de sortie obligatoires, dérogatoires, et aussi le pass sanitaire. Eh bien, tout ça a été légalisé par le Conseil d'État, en même temps que il me semble que mes actions ont montré les limites des recours contentieux ouverts devant la juridiction administrative. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ces recours? Je les ai faits vraiment à contre-cœur, ça ne m'amuse pas du tout de saisir le Conseil d'État, ça ne m'amuse pas de former des requêtes, j'ai aucune vocation à devenir un requérant d'habitude, mais je l'ai fait par défaut. Je dois vous dire que je trouve particulièrement anormal d'avoir été la seule personne sur 67 millions d'individus concernés à demander l'annulation du décret du 23 mars 2020 qui nous a toutes et tous confinés. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre le fasse. De même que pour le port du masque en extérieur, je regrette d'avoir été nous n'avons été que 4 Parisiens et Parisiennes à agir, c'est ainsi, mais bon voilà. De même que pour le couvre-feu, les couvre-feux qui ont été instaurés à partir d'octobre 2020, mesures dont l'efficacité et la proportionnalité n'a à ce jour, 21 janvier 2021, 21 janvier 2022, jamais été démontrées. Il se trouve que j'ai été le seul requérant à contester cette mesure de police administrative sanitaire. Donc j'étais un requérant par défaut, et voilà, parce qu'il m'a semblé que c'était nécessaire de faire jouer les contre-pouvoirs juridictionnels et contre-pouvoirs citoyens à travers l'exercice des recours contentieux. Mais est-ce que c'est dû à votre connaissance justement de l'état d'urgence par rapport à la situation terroriste de 2015 qui a fait que vous êtes senti porté dans l'état d'urgence sanitaire? Oui, alors d'abord,
En effet, j'ai beaucoup critiqué l'état d'urgence sécuritaire qui a été mis en place de novembre 2015 à octobre 2017. Et par conséquent, j'avais déjà tout ce recul sur l'état d'urgence annoncé comme provisoire et qui s'étale dans la durée. Donc moi, je savais, disons par expérience d'observateur, que le provisoire s'installe dès lors que bien on s'accoutume aux mesures de police administrative, sanitaire ou sécuritaire, aussi bien du point de vue du pouvoir, parce que voilà, c'est très commode d'avoir ce genre d'outils à disposition, que du point de vue des citoyens. Et l'expérience du pass sanitaire le montre. C'est voilà 7 mois que nous montrons nos QR codes de manière systématique, et ça devient tout à fait naturel de rentrer dans divers lieux, établissements recevant du public, en montrant son statut vaccinal. Moi, je n'ai pas voulu que ce type d'habitude s'installe, y compris en moi. Donc c'est un effort de faire un recours contentieux, ça ne m'amuse pas, c'est un effort, mais je crois que c'est un effort qui est nécessaire. Et par ailleurs, j'ai tenu absolument à ce que des contre-pouvoirs soient, je ne vais pas dire réveillés, si peut-être réveillés, mais en tout cas alertés des limites et même des risques, pourquoi pas des bénéfices, mais moi je ne les ai pas vus, des mesures prises par le Premier ministre et par les préfets. Et c'est pourquoi j'ai saisi le Conseil d'État, en même temps que j'ai informé d'autres actions, par exemple des contributions extérieures devant le Conseil constitutionnel, pour alerter le Conseil constitutionnel. Là aussi, ma première contribution extérieure, je n'en avais jamais fait auparavant, elle date de mars 2020, du tout début de la crise sanitaire. Et ça, c'est une contribution qui est neutre juridiquement, c'est-à-dire que la contribution extérieure n'a pas d'effet. Elle vient, disons, donner un point de vue dans le cadre d'un recours qui a été initié par d'autres personnes. Mais cette contribution m'a paru nécessaire pour faire valoir mon point de vue citoyen. Si je suis trop long, vous m'interrompez. Qu'est-ce qui s'est passé en effet ? En mars 2020, il s'est passé quelque chose de très choquant pour qui est attaché au respect de la règle de droit. On est au tout début de l'état d'urgence sanitaire, tout le monde est affolé, paniqué, tétanisé, et le gouvernement et le Parlement prennent un certain nombre de mesures, dont l'une consiste à adopter une loi organique. Une loi organique, c'est une loi un peu spécifique qui vient mettre en œuvre la Constitution et qui est entourée de certaines garanties que n'offre pas la loi ordinaire. L'une de ces garanties est posée par la Constitution et prévoit que la Chambre saisie, en l'occurrence l'Assemblée nationale, ne peut pas se prononcer sur une loi organique avant un délai de 6 semaines suivant le dépôt de la loi organique par le gouvernement. Donc il y a un délai de gel qui oblige la Chambre à réfléchir sur la législation organique qui lui est proposée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'urgence sur une loi organique comme ça peut être le cas pour une loi ordinaire. On l'a vu que la législation Covid, la première législation, a été adoptée en 5 jours. Ce n'est pas possible pour les lois organiques, la Constitution l'interdit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement a déposé un projet de loi organique étendant au bénéfice des juridictions suprêmes, Conseil d'État, Cour de cassation et Conseil constitutionnel, le délai laissé à ces juridictions pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité. J'explique très rapidement. Normalement, Conseil d'État et Cour de cassation, comme Conseil constitutionnel, ont 3 mois pour se prononcer sur les QPC, sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Là, le législateur organique a dit « ce délai de 3 mois ne s'applique pas tant que dure l'état d'urgence sanitaire et jusqu'au 1er juin 2020, jusqu'au 1er juin 2020. Bon. Sauf que la loi organique a été déposée, sauf erreur de ma part, le 18 mars 2020 devant l'Assemblée nationale, et elle a été adoptée dans un très bref délai, dans un délai d'1 semaine. Or, la Constitution dit non, il faut attendre 6 semaines. Donc moi, j'ai déposé une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel qui était obligatoirement saisie parce que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la constitutionnalité de loi organique. C'est obligatoire. Et j'ai dit, cette loi organique, elle n'est pas conforme à la Constitution. Elle a été adoptée trop rapidement. Et le Conseil constitutionnel a statué le 30 mars 2020 en validant la loi organique, en disant qu'il y a des circonstances exceptionnelles, la crise sanitaire, qui justifient que le délai de 6 semaines
prévues par la Constitution soient écartées. Et là, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge pour la raison simple qu'il me semble que les garanties posées par la Constitution, y compris de procédure, ne doivent souffrir aucune exception. C'est impossible. Et je dirais même plus que dans des périodes que nous traversons, dans les périodes de crise, il me semble que les garanties doivent être encore mieux respectées qu'en période normale. Et là, cette décision du Conseil constitutionnel qui viole la Constitution, m'a conforté dans la nécessité qu'il fallait que des institutions ou des personnes morales ou des personnes privées réagissent, et j'ai essayé de le faire dans toute la mesure du possible et dans la limite de mes compétences de juriste pour ne pas laisser le champ libre à l'exécutif. Et donc vous pensez que les contre-pouvoirs, comme pourrait l'être la CNIL, et le fait qu'elle ait soulevé la question de l'efficacité du pass sanitaire ou des risques justement d'accoutumance, ou alors encore les avis du défenseur des droits ne sont pas assez, pas assez suivis, et que, oui. Quels sont les contre-pouvoirs Alors quels sont les contre-pouvoirs? En réalité, les contre-pouvoirs, c'est très simple, ils sont à la fois inscrits dans la Constitution et hors de la Constitution. Il y a des contre-pouvoirs institutionnels. C'est le Parlement, les juges et des institutions comme le défenseur des droits ou, le cas échéant, des institutions hors Constitution comme la Commission nationale constitutive des droits de l'homme. Ça, ce sont les contre-pouvoirs institutionnels. Et moi, je considère qu'il y a aussi d'autres contre-pouvoirs qui ne sont pas dans la Constitution, comme par exemple la presse. C'est un contre-pouvoir. La presse qui exerce sa mission d'investigation n'est pas prévue par la Constitution, mais elle est nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique. C'est ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, qui a indiqué que la presse était le chien de garde de la démocratie, et c'est une fonction qu'il honore. Et je crois que nous aussi, vous aussi, Madame Auriol, et vous aussi, Monsieur Detombe, vous êtes et nous sommes des contre-pouvoirs, et nous pouvons, si nous le souhaitons, c'est facultatif, exercer les droits qui nous sont conférés par les textes et qui s'usent si ils ne sont pas utilisés. Mais dans votre livre Contre l'état d'urgence de 2015, vous parlez du rôle du discours médiatique et politique qui entretient cet état d'urgence qui le légitime. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que justement là la presse elle a un rôle un peu biaisé, le gouvernement aussi, et finalement ça met en cause les contre-pouvoirs? Alors effectivement, c'est aussi à chacun de se faire sa propre opinion citoyenne. Je ne dis pas que j'ai raison, ni juridiquement, ni sociétalement. Chacun se fait sa propre opinion. Ce qui est vrai, c'est que le discours de l'exécutif, en l'occurrence, doit être questionné, quel que soit l'exécutif et quel que soit son discours. Je prends l'exemple de l'état d'urgence sécuritaire. On nous a dit, à partir de 2015, à partir du 13 novembre 2015, que la menace terroriste était sans cesse plus forte. C'était le discours. Manuel Valls allait à la tribune de l'Assemblée nationale, il martelait ce discours. Ensuite, Bernard Cazeneuve martelait. La menace terroriste n'a jamais été aussi forte. Chaque mois, c'était le même discours qu'une refrain, sans que ce soit documenté. Moi, je veux bien les croire, mais qu'on me donne des éléments permettant de m'assurer, moi comme citoyen, qu'en effet, la menace terroriste n'a jamais été aussi forte. Je ne l'ai pas constaté. En tout cas, je n'en ai pas été convaincu. Alors aujourd'hui, c'était un peu la même chose, toute proportion gardée, avec la menace sanitaire. Voilà, on nous a dit depuis mars 2020 que nous traversons une catastrophe sanitaire. C'est la définition de l'état d'urgence sanitaire. Une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa gravité la santé de la population. C'est ça la définition de la catastrophe sanitaire au sens de la loi du 23 mars 2020. Je la répète pour qu'elle soit bien entendue. Une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa gravité la santé de la population. Je suis au regret de dire que pour moi, aussi grave que soit la pandémie, je n'ai pas vu de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa gravité la santé de la population. J'ai vu un virus qui a un taux de létalité de 0,5-0,7%, qui a causé une surmortalité de 100 000, 120 000 morts, ce qui est énorme, je ne le conteste pas, chaque mort est à déplorer, mais il ne s'agit pas pour moi de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa gravité la santé de la population. Donc je crois qu'en la matière, il faut garder une certaine mesure parce qu'autrement les mots n'ont plus de sens.
les mots n'ont plus de sens. Qu'est-ce que ça va être demain quand on va avoir des catastrophes climatiques qui sont inévitables? On le sait, on va dans le mur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Aura-t-on des confinements sans fin, des couvre-feux sans fin? Non, je crois qu'il faut garder un peu de mesure et surtout, c'est ce que j'ai voulu dire, ne pas réagir par la restriction de police à des menaces qui nous entourent. C'est impossible. Et il faut organiser les politiques publiques pour prévenir ce type de catastrophe et pas réagir tout le temps en restreignant nos libertés. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait depuis mars 2020? Je nous pose la question. Qu'est-ce qui a été fait depuis mars 2020 pour augmenter les capacités des hôpitaux publics, pour remédier à la situation insupportable dans laquelle plusieurs services publics, dont les hôpitaux publics, sont placés du fait de politiques publiques ultralibérales qui sont mises en place depuis une vingtaine d'années? Qu'est-ce qui a été fait depuis mars 2020? La réponse, elle est très simple. Pas rien. La situation s'est aggravée depuis mars 2020. Elle s'est aggravée du point de vue du personnel soignant et du point de vue des capacités hospitalières qui ont été réduites. Les chiffres le démontrent, ça c'est documenté. Aggravée depuis mars 2020, rendant comme un cercle vicieux sans fin, une vis sans fin, rendant toujours plus nécessaire des mesures restrictives des libertés publiques, dès lors que la jauge de la mesure de police, c'est la capacité hospitalière. Et bien, plus cette capacité diminue, plus la mesure de police sanitaire est rendue nécessaire. Et moi, ce cercle vicieux, j'ai essayé, comme citoyen et comme juriste, d'alerter, et dans toute la mesure du possible, j'y suis pas arrivé, mais c'est pas grave, d'en tempérer la rigueur. Et par rapport aux innovations juridiques, que pensez-vous du Conseil de défense dans l'état d'urgence sanitaire? Alors, le Conseil de défense est une institution... Le Conseil scientifique. Alors, le Conseil scientifique, moi je lis ses avis, chaque fois que je lis ses avis, mais je lis le dernier avis, nous sommes le 21 janvier, j'ai lu l'avis qui a été rendu à propos d'Omicron, et je suis, à vrai dire, écœuré par ce type de littérature. Vraiment, j'en suis écœuré. Pourquoi? Parce que le Conseil scientifique est composé très largement d'épidémiologistes, de modélisateurs en matière mathématique, de personnes qui, depuis mars 2020, ont eu comme ligne directrice unique la santé publique. Ça a un peu changé maintenant. La santé publique, et c'est-à-dire l'éradication du virus. C'est un truc, mais ça me sidère encore aujourd'hui que quelqu'un ait pu penser qu'on allait éradiquer un virus. Et que le président de la République, le 14 mars 2020, nous a dit qu'il allait faire la guerre à un virus, et que ça, à plusieurs reprises, que ça a été repris en boucle, ça me semble encore tout à fait démentiel. On ne fait pas la guerre à un virus, on ne peut pas éradiquer un virus en France quand ce virus est mondial. Je suis... ça, chacun le sait. C'est comme on dit, comme disent les personnes qui nous gouvernent, c'est du pragmatisme. Voilà. On n'éradique pas un virus en France, alors qu'il circule dans le monde entier. C'est impossible. Donc, les avis du Conseil scientifique, eh bien, moi je regrette qu'ils n'aient pas été traités comme ce qu'ils sont. C'est-à-dire, tout simplement, des avis et pas des décisions. Le président de la République a dit en mars 2020, je vais me lier aux avis du Conseil scientifique. C'est une folie. C'est une folie. Les avis du Conseil scientifique sont un élément à prendre en compte pour déterminer la politique publique en matière de lutte contre le Covid. Donc ces avis étaient uniquement centrés sur le sanitaire au début. Ils le sont désormais un peu moins, mais malheureusement, voilà, ils sont aussi fondés sur des prévisions de l'Institut Pasteur qui sont faites sur des modélisations mathématiques sur un virus dont personne ne connaît rien. Et donc, il y a une équipe à l'Institut Pasteur qui est payée pour modéliser la circulation d'un virus inconnu jusqu'à présent. Et ces modélisations sont faites sans aucun recul. Elles sont toujours catastrophistes. Elles se sont révélées systématiquement erronées, ce qui est parfaitement normal, puisqu'on modélise sur quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et malheureusement, ces modélisations ont servi de boussole, au moins au début de la pandémie, un peu moins maintenant, puisque le gouvernement, au bout d'un moment, a fini par se rendre compte que voilà, quand on prend simplement l'angle de la santé publique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est normal. Il faut arrêter le virus et donc prendre les mesures les plus restrictives des libertés publiques possibles. Donc quand, au bout d'un certain nombre de mois, le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se lier aux avis du Conseil scientifique, bon, les choses se sont un tout petit peu rétablies dans le sens de la raison. Mais bon, ces avis, moi je les lis parce qu'ils m'informent, ils donnent des chiffres, mais je regrette qu'on leur ait donné une importance qu'ils n'auraient jamais dû avoir dans la prise de décision publique. Et donc par rapport à la prise de décision publique et au fait que le gouvernement s'appuie sur les avis du Conseil scientifique, est-ce que vous pouvez revenir sur les propos du président de la République qui pourrait différencier deux catégories de citoyens en fonction de leur statut vaccinal? Est-ce que ça va à l'encontre du principe d'égalité au nom oui. du sanitaire? Alors je rappelle quand même, parce que cette vidéo sera peut-être écoutée dans quelques années et les choses, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, qu'en ce début d'année 2022, notre président de la République a dit et assumé, je cite ce mot affreux qui n'a aucune conséquence, chaque fois assumer, mais bon, il n'y a pas de conséquences ni politiques ni juridiques. Le président de la République a dit qu'il entendait emmerder une partie des Français, alors même que quelques jours auparavant, mais c'était l'année précédente, il avait assuré avoir compris de ses erreurs et vouloir rassembler le peuple français comme la Constitution lui en donne mission. Donc le président de la République a décidé d'emmerder les Français, au moins une partie d'entre eux. 5 millions qui ne sont pas vaccinés. 5 millions qui ne sont pas vaccinés, sans qu'on sache d'ailleurs qui sont ces Français qui ne sont pas vaccinés, ces Françaises qui ne sont pas vaccinées, les situations étant très très diverses. Il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées parce qu'elles bénéficient d'un certificat de rétablissement. C'est mon cas. Moi, je ne suis pas vacciné en ce 21 janvier parce que j'ai eu le Covid le 1er août 2020 et qu'à ce jour, j'ai encore un certificat de rétablissement valide. Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas réfractaire, je ne suis pas vacciné parce que je n'avais pas l'aide. Je ne vais pas me faire vacciner pour entrer dans les statistiques. Donc, il y a, maintenant avec Omicron, il y a eu 300 000, 400 000 personnes qui sont testées positives par jour, mais ces personnes-là n'ont pas à se faire vacciner. Il faut les décompter des 5 millions de personnes non vaccinées parce qu'elles ne peuvent pas ou n'ont pas à se faire vacciner. Par ailleurs, ce premier point. Par ailleurs, second point, la vaccination était présentée comme l'alpha et l'oméga de la lutte contre le Covid-19, contre la propagation du Covid-19 à l'été 2021. On s'aperçoit aujourd'hui que la vaccination n'empêche ni d'être contaminé, ni de contaminer. Et il nous est dit que, je veux bien le croire, que la vaccination prémunit contre les formes graves du Covid, mais ce n'est pas du tout ce qui était annoncé il y a quelques mois. Alors, aujourd'hui, la loi qui vient d'être validée en ce 21 janvier 2022 par le Conseil constitutionnel permet au pouvoir public de distinguer des citoyens en fonction de leur statut vaccinal. C'est-à-dire, si on est vacciné, on peut accéder à certains lieux. Si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas y accéder. C'est constitutionnel puisque le Conseil constitutionnel l'a validé aujourd'hui, 21 janvier 2022. Sauf qu'il y a 7 mois, quand le pass vaccinal était un pass sanitaire et a été présenté aux Français, il était indiqué par le gouvernement qu'en aucun cas, il ne conduirait les Français à se faire vacciner s'ils ne le souhaitaient pas. Et on avait le choix, soit la vaccination, soit le test PCR ou antigénique valable 72 heures à l'époque, soit le certificat de rétablissement. Et c'est ainsi que par une technique de grignotage très très subreptice, très maligne, le choix qui nous était proposé entre la vaccination ou l'absence de vaccination s'est transformé insidieusement en une obligation vaccinale de fait. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a toujours pas d'obligation vaccinale, sauf pour le personnel soignant et depuis
à compter du 24 janvier 2022, pour les personnes qui travaillent dans les lieux soumis au pass vaccinal. Mais sinon, pour les personnes comme vous et moi je suis professeur à l'université dans laquelle nous sommes, je n'ai pas d'obligation de me faire vacciner. Et voilà, la technique insidieuse du nœud coulant qui consiste par la durée à m'obliger à me faire vacciner ne me convient pas. J'aurais préféré qu'il y ait une obligation franche de la part des pouvoirs publics, nous contraignant à nous faire vacciner. Donc cette technique qui consiste à nous faire présenter des QR codes, y compris pour 95% de la population qui n'y est pour rien et qui en réalité emmerde tout le monde, me semble une technique qui est tout à fait délétère. Et il n'y avait pas, je ne vois pas, il n'y avait aucun obstacle juridique à instituer une vaccination obligatoire, ni d'ailleurs aucun obstacle pratique. On peut quand même, on sait faire un pass sanitaire et vaccinal depuis plusieurs mois. Je pense qu'il aurait été tout à fait possible d'instituer une obligation vaccinale. Donc la distinction existe aujourd'hui entre deux catégories de Français. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel, dont acte, mais bon, là je trouve que c'est aussi une mauvaise manière faite à l'état de droit et au principe d'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un délitement de l'état de droit au bénéfice du politique ? Et on peut par exemple regarder la situation en Belgique. Le Conseil d'État a suspendu il y a un mois la fermeture des salles de spectacle sous un délai de 3 jours. Et donc la justice belge est allée à l'encontre du gouvernement. Est-ce que le fait que ce ne soit pas possible en France, que ce n'ait pas été fait, montre une atteinte à la séparation des pouvoirs ou un délitement de l'état de droit? Alors, on ne peut pas parler de délitement de l'état de droit pour la raison simple, c'est que en France, sous état d'urgence sanitaire ou en régime de sortie d'état d'urgence sanitaire, on a toujours un Parlement qui légifère et contrôle. D'ailleurs, il y a eu 12 lois Covid adoptées en 2 ans, ça veut dire une loi tous les 2 ans, donc le Parlement fonctionne. Avant-hier, le Sénat a indiqué qu'il allait instituer une mission de contrôle sur la mise en œuvre du pass vaccinal, donc le Parlement travaille. Il n'y a pas de délitement de l'état de droit parce que les juridictions, elles aussi, travaillent. Le Conseil d'État a été saisi à plus de 600 reprises contre les mesures du Premier ministre relatives au Covid, et les citoyens ne sont pas empêchés de former des recours. Donc, si vous voulez, formellement, l'état de droit fonctionne. Sauf que, et ça c'est mon point de vue que personne n'est obligé de partager. Substantiellement, l'état de droit, c'est pour moi considérablement dégradé en termes de qualité, pour la raison simple que, d'abord, les seules voies de recours opérantes, c'est-à-dire utilisables en pratique, devant le juge administratif, c'est les voies de recours en référé. Et moi, je suis un spécialiste des référés, je les suis depuis qu'elles existent, ces voies de droit, et je vous garantis que ces voies de droit n'ont pas été créées pour être le principal recours contre un type de politique publique pris par l'exécutif. Les référés, ce sont une voie de droit exceptionnelle, subsidiaire, qui n'ont pas vocation à être utilisées à titre principal. Et voilà, je pourrais citer plusieurs exemples qui montrent que les référés en France n'ont pas fonctionné à la hauteur de ce qu'a été la réglementation et la législation Covid. Et par ailleurs, ça c'est le premier point, le second point du délitement substantiel tient au fait que, classiquement, lorsque un juge est saisi d'une mesure de police, il opère une balance entre l'ordre public d'un côté et les libertés fondamentales de l'autre. L'ordre public ici, c'est la protection de la santé publique. Et de l'autre côté, on a la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion, la liberté de travailler, la liberté d'opinion. Alors, cette balance, elle est toujours opérée pour les mesures de police. Voilà. On regarde si la mesure est équilibrée. Sauf que, dans le cadre de la législation Covid et de la réglementation Covid, il y a eu 2 éléments qui sont venus déséquilibrer la balance au profit de la santé publique. D'abord, le discours politique qui disait
La peur, attention, tout le monde va attraper le Covid, attention, la maladie est très grave, attention, les services sont débordés, on doit faire des déprogrammations. Donc il y a un discours anxiogène, très très anxiogène, des pouvoirs publics. Et d'autre part, l'autre élément qui vient déséquilibrer la balance vient du fait que la politique publique de lutte contre le Covid n'a jamais été documentée par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a eu des confinements, des couvre-feux, des passes sanitaires et vaccinales, qui ont été mises en place sans que l'efficacité de ces mesures et leur proportionnalité n'aient jamais été démontrées. Jamais. Jamais. Je défie quiconque de produire un document officiel établissant cette nécessité et cette proportionnalité, y compris a posteriori. Et donc a fortiori a priori. Cette nécessité et cette proportionnalité n'ont jamais été établies par l'exécutif ni par le Parlement. De sorte que voilà, comment ça se passe? Moi j'ai été devant le juge, j'ai dit, le couvre-feu à 18h ou à 19h, 20h, 22h, c'est une mesure qui est disproportionnée pour la protection de la santé publique. Et le gouvernement a dit non, c'est proportionné. Regardez, ça a marché en Guyane. En Guyane, c'est-à-dire en Amérique du Sud, qui est un territoire très peu peuplé, très vaste, qui n'a rien à voir, évidemment, avec une métropole, ou a fortiori, ici nous sommes à Paris, avec une ville comme Paris. Quand tout le monde doit rentrer chez soi à 18h, ça veut dire qu'on s'agglutine dans les transports en commun et dans les commerces avant ce moment-là. Donc il n'y a eu aucun document, aucune réflexion qui est venue démontrer la nécessité et la proportionnalité des mesures de police, alors même que la loi, les lois Covid, prévoient que les mesures de police sont nécessaires et strictement proportionnées à la situation sanitaire. Et donc le juge, le Conseil d'État, a dû trancher à l'aveugle. C'est ça la réalité du contentieux, à l'aveugle. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on tranche à l'aveugle? On fait jouer le principe de précaution. Voilà. Par exemple, en décembre 2020, tous les théâtres étaient fermés. Il était documenté que les théâtres avec masque et avec distanciation physique ne contribuaient pas à la propagation de l'épidémie. Et pourtant, le Conseil d'État a dit, là, il y a trop de circulation, je ne peux pas ordonner l'ouverture. Alors, à ça s'ajoute, chez nous, une culture du juge administratif qui est, disons, bienveillante à l'égard des pouvoirs publics, compréhensive à l'égard des pouvoirs publics. Je ne critique pas, c'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé en miroir, en Belgique, vous évoquez une décision rendue par le Conseil d'État de Belgique en décembre 2021 qui a suspendu la décision de l'exécutif de fermer les lieux culturels. Il faut lire cette décision. Elle est accessible sur le site du Conseil d'État de Belgique. C'est une décision qui, vous l'avez dit, a été rendue en 3 jours. 3 jours. On n'a pas de précédent en France d'une telle célérité au bénéfice des requérants. 3 jours à compter de la saisine. Cette décision fait 40 pages. 40 pages. Et sur la proportionnalité, il y a une vraie motivation. Une vraie motivation. Où le Conseil d'État de Belgique dit, les lieux de culture sont fermés, très bien, mais le gouvernement n'explique pas pourquoi c'est nécessaire et strictement proportionné. Point. Donc moi je suspends. Quand on regarde cette décision et qu'on la compare par exemple à ce que juge le Conseil constitutionnel, y compris aujourd'hui en ce 21 janvier 2022, relativement au pass vaccinal, le Conseil constitutionnel, il a 2 lignes sur la proportionnalité de la loi, 2 lignes, et c'est du copier-coller de ses décisions précédentes où il dit « Moi, en l'état des connaissances scientifiques, il me semble que le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste en prenant la législation adoptée. » Donc le Conseil constitutionnel fait un contrôle restreint de proportionnalité, un contrôle limité. C'est-à-dire, je ne suis pas législateur, ça ne me paraît pas grossièrement attentatoire aux libertés, eu égard à la forte circulation du virus. Donc, voilà, disons, sur le terrain objectif, c'est-à-dire il suffit de constater que les juridictions font preuve de retenue
Je ne le critique pas. C'est un fait retenu à l'égard de l'exécutif. C'est culturel chez nous, alors qu'on voit par exemple, en Iran, la Cour suprême des États-Unis, le 13 janvier 2022, a suspendu la décision du président des États-Unis à travers le ministère de la Santé, enfin l'organisme chargé de la santé, d'obliger les entreprises de plus de 100 salariés à faire vacciner leurs employés. Voilà. Donc peut-être que chez nous, on manque de culture de contre-pouvoir par rapport à l'exécutif. Ça, c'est une question de culture démocratique que nous n'avons pas, mais c'est comme ça. C'est un consensus. Peut-être que collectivement, nous acceptons que le président de la République, qui a une légitimité très forte, puisse imprimer sa marque de manière durable tout au long du quinquennat. Voilà. Et c'est ce qui s'est fait aussi pour la gestion de la crise sanitaire. Et est-ce que vous pensez que pour aller peut-être à l'encontre de cette culture démocratique, on peut réintroduire une réflexion peut-être philosophique afin d'éviter les dérives sécuritaires? Alors, vous parlez de dérives, Madame Auriol, mais peut-être que tout un chacun n'a pas cette conception. Peut-être que des personnes considèrent que la crise sanitaire a été bien gérée ou gérée le mieux possible par l'exécutif. Dont acte. Moi, je voudrais dire, pour rebondir sur votre question et pour la mettre sur un niveau systémique, je voudrais dire la chose suivante. On a un président de la République qui dispose d'une forte légitimité par le suffrage universel direct et par ailleurs d'une forte majorité à l'Assemblée nationale, qui fait que pratiquement ses choix vont être validés par le Parlement. Bon, ce système est efficace du point de vue de la prise de décision publique. C'est-à-dire quand le président de la République dit fin décembre, je vais mettre un pass vaccinal, eh bien le 20 janvier, on a un pass vaccinal qui est adopté par le Parlement. C'est efficace. Mais est-ce que ça correspond à des canons démocratiques du XXIe siècle? Pour moi, non, mais peut-être que mon opinion est minoritaire. En tout cas, je trouve choquant qu'on ait un président de la République qui a dit, je le cite, « Je hais l'exercice qui consiste à expliquer la prise de décision ». Il me semble au contraire que plus une décision publique est mûrie en amont, plus elle est expliquée, plus elle est justifiée, mieux elle est mise en œuvre par les citoyens. Je vais prendre l'exemple de la vaccination. On avait il y a un an, un président de la République qui s'est trompé d'ailleurs sur tout. Regardez les vidéos quand il a été voir le professeur Didier Raoult. Didier Raoult, qu'il considérait comme le plus grand des scientifiques français. Eh bien, le président de la République a dit « Moi, les vaccins, j'y crois pas. On ne peut pas faire des vaccins aussi rapidement. » Il l'a dit, il s'est trompé là aussi. Et en décembre 2020, il y avait un projet de loi qui instituait une obligation vaccinale qui a été suspendu par le gouvernement. Le gouvernement a dit « Non, moi, je ne ferai jamais d'obligation vaccinale en France. C'est pas possible. » Et ensuite, il y a eu et pour ça, il y a eu une défiance de la parole publique à l'égard des vaccins. Comme il y avait une défiance à l'égard des masques. Rappelez-vous, on nous disait les masques, on ne sait pas comment les mettre, vous vous rendez compte? On nous avait dit qu'on ne savait pas, nous, mettre des masques, que de toute façon, les masques, ça ne servait à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le vaccin? C'est la même chose. Les premiers mots du pouvoir public à l'égard des vaccins ont été des mots de défiance. Les vaccins, on ne sait pas faire, c'est trop tôt, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on a eu des vaccins, comme nous, on s'est dit, ils nous prennent pour des buses, eh bien, la seule manière de nous faire vacciner, c'était de nous contraindre à nous faire vacciner. En Espagne, il n'y a pas eu de passe, il n'y a pas eu d'obligation, en tout cas dans certaines régions, de se faire vacciner, et la population éligible a été vaccinée à plus de 90%, volontairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le même discours. Les pouvoirs politiques ont dit, regardez, voilà les avantages de la vaccination. Faites confiance aux scientifiques, faites-nous confiance et faites-vous vacciner sur la base du volontariat. Ça a marché. Alors ici, les pouvoirs publics n'ont pas eu un discours
qui a contribué à la vaccination. C'est le danger, pour revenir à votre question, de notre système institutionnel où une personne et une seule personne parmi 67 millions dispose d'un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun. Il n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la Constitution de 1958 qui est formatée ainsi. C'est peut-être l'héritage de la monarchie qui se traduit dans nos républiques. Alors ça a ses avantages, hein, mais ça a aussi ses inconvénients. Et l'un des inconvénients vient du fait que lorsque le président de la République se trompe, comme il l'a fait pour les masques, comme il l'a fait en décrédibilisant d'abord les vaccins, eh bien la conséquence c'est que nous sommes, disons, méfiants à l'égard de la parole publique. Je vous remercie vraiment, Paul Cassia, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de recevoir Gavroche. Eh bien, je remercie à travers vous, Monsieur Detombe, et à travers vous, Madame Auriol, tous les étudiants de l'IEP de Bordeaux, et à travers Gavroche, l'ensemble des étudiants et des étudiantes de France. Et je vous remercie de vous intéresser à ces questions passionnantes, car vous êtes citoyens et citoyennes, comme je le suis, et je compte sur vous pour être vigilants et vigilantes à l'avenir. Et soyez Gavroche. Je suis Gavroche.